Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Il y a un sujet qui revient assez souvent, c'est la bienveillance. Alors quel mot ? Alors c'est un mot qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui. Comment elle se manifeste cette bienveillance ? Et bien souvent on dit quand j'ai une question, je demande à n'importe qui, j'ai une réponse. Voilà, on est là, les gens prennent le temps de venir m'aider et de pas me laisser tout seul ou toute seule dans mon coin. Je pense aussi que ça, c'est des sujets qui sont des points d'appui pour les partager aussi avec des candidats et qui nous correspondent. Voilà. Un responsable d'agence doit-il focaliser son attention en priorité sur ses équipes ou sur ses clients ? Jérôme Rideau est responsable de l'agence parisienne de Smile, le premier intégrateur et expert européen de solutions open source, c'est-à-dire le numérique ouvert. Ce groupe, en forte croissance, évolue dans l'univers en constante effervescence des solutions numériques pour les entreprises. Lors de notre conversation avec Jérôme, nous avons parlé de ses équipes, en abordant leur recrutement, l'évaluation de leurs connaissances, l'évolution et le partage de ses savoirs. Jérôme ne perd pas de vue la satisfaction de ses clients, souvent fidèles pendant des années. Pour répondre à notre questionnement, la réussite de son métier est un équilibre entre l'attention portée aux clients et aux équipes, sans oublier que lui aussi veut et doit continuer à apprendre. Avec cet épisode de Talents Précieux, vous plongez dans le monde souriant de Smile. Bonne écoute! Bonjour Jérôme. Bonjour Perrine. Jérôme, on est ici chez Smile, qui est une entreprise que moi je connais depuis 10-15 ans, qui a bien changé, j'imagine, qui a bien évolué. Ça m'intéresserait que tu nous racontes un peu qui est Smile aujourd'hui et surtout, qu'est-ce que toi, tu y fais ? Merci de me poser la question parce qu'effectivement, Smile, c'est une entreprise qui a pas mal changé, que j'ai rejointe en avril 2005. Et à l'époque, on était une 60aine de collaborateurs, je dirais, et aujourd'hui, c'est un groupe spécialisé sur les problématiques digitales qui compte à peu près 1700 collaborateurs. Donc ça a pas mal grandi, et donc on aura l'occasion d'en discuter, évidemment. Smile a l'ambition d'être leader européen du digital ouvert. Européen de par ses positions en Europe, principalement au Benelux et en Suisse. Du digital parce que l'ensemble de notre activité couvre essentiellement des problématiques digitales que rencontrent nos clients. Et ouvert par référence à la préférence open source, la préférence pour le logiciel libre qui fait notre réputation aujourd'hui dans la réalisation des projets de nos clients. On va revenir sur quelques mots que tu as dit là après, mais toi, qu'est-ce que tu fais chez Smile ? Et donc aujourd'hui chez Smile, je suis responsable de l'agence parisienne de Smile, c'est-à-dire du succès des clients franciliens, pour lesquels on est honoré de travailler. Et donc c'est une responsabilité tous les instants finalement, et qui se décline sur l'accompagnement commercial, donc le travail commercial auprès des clients, et puis tenir la promesse qui a été vendue, donc réaliser et honorer la promesse. Et donc c'est ces deux activités et on parle de manière générale du PNL parisien, c'est-à-dire qu'il y a aussi des comptes d'entreprise à réaliser et donc faire en sorte dans ce métier de service
que les clients soient le plus contents de nos prestations et quelque part en aient pour leur argent. Et de l'autre côté, que l'entreprise aussi réalise ses objectifs de développement, de croissance, de marge et de succès de ses collaborateurs. Donc c'est aussi le chemin pour y arriver. Tu as parlé du succès des clients, tu es au contact direct avec les clients ? Autant que possible, sans doute pas assez, et on est toujours dans la recherche du maximum de contacts. Alors naturellement, en tant que responsable, il faut faire et amener aussi les équipes à être le plus au contact des clients, mais naturellement aussi, ça fait partie du boulot de passer un maximum de temps avec les clients pour savoir aussi quelles sont les attentes, prendre l'information et puis s'ajuster globalement. Et tes équipes, quel profil ils ont ? Alors c'est intéressant comme question parce que on peut décliner le sujet à pas mal de compétences finalement, d'origine, de savoir-faire, de cursus scolaire. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais on va dire que ce sont des équipes qu'on dit pluridisciplinaires, c'est-à-dire pour réaliser un projet digital, on a besoin de compétences créatives, naturellement, de compétences de développement, de gens qui ont le soin et l'attention à faire en sorte que les choses soient durables, pérennes, et donc à bien les maintenir dans le temps. Et puis il y a des corps de métier qui vont bien au-delà de ce qu'on fait pour les clients, puisqu'il y a toutes les fonctions qui sont au support de l'activité, le recrutement, les ressources humaines, la direction financière, le marketing, la communication, etc., etc. Donc je réponds pas nécessairement à la question quels sont les profils que tu gères entre guillemets directement, mais la nature des compétences et des profils avec lesquels je suis amené à travailler au quotidien, et ce sont toutes celles-ci en définitive. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une grande richesse finalement des profils parce que Smile est une société assez ouverte. Finalement qui accueille des collaborateurs de tous horizons, de toutes origines, de toutes nationalités, et ça c'est intéressant comme sujet aussi, de tout parcours scolaire, et je dirais dans le digital beaucoup plus que dans d'autres métiers, j'ai le sentiment que il y a encore et toujours beaucoup d'autodidactes, de gens qui n'étaient pas nécessairement prédestinés à travailler dans le domaine du digital, de l'IT, des environnements web, et puis qui y sont arrivés, par appétence, par curiosité, et en tout cas par volonté aussi, sans avoir été formés à l'origine. Une question sur la société ouverte que tu décris. Alors tu dis elle est ouverte, il y a plein de nationalités, il y a des profils très différents qui viennent. Est-ce qu'au quotidien, la société est ouverte comme l'open source est ouvert, c'est-à-dire que vous partagez vos connaissances avec l'extérieur, vous allez chercher vos connaissances de l'extérieur. Comment ça se passe, cette ouverture de la société ? Alors ça, c'est un très bon point. D'abord, l'ouverture, c'est une des valeurs cardinales que la société essaye de partager à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, ce sont pas nécessairement des convictions qu'on impose aux collaborateurs, mais en tout cas, on a à cœur de partager cette valeur-là comme une des fondations de l'entreprise. Ça n'est pas la seule valeur, mais l'ouverture, je vais répondre directement à la question. Bien entendu, c'est le partage de nos connaissances, de toutes les découvertes qu'on peut réaliser, de toutes les explorations qu'on peut être amené à mener, de notre veille, des expertises qui nous rejoignent, des talents qui nous rejoignent et qui ont des expertises particulières qu'on a envie de faire savoir, en interne bien entendu, mais aussi auprès de nos clients. Et quelque chose qui matérialise finalement ce partage et qui a été une des origines du succès de la société aussi, de sa renommée, c'est la publication de livres blancs. Dès lors que on explore des sujets qui soient de nature technologique ou métier ou fonctionnel, des opportunités, on aime à les partager à travers des livres blancs, c'est-à-dire une restitution gratuite, téléchargeable le plus souvent, auprès de clients, de futurs collaborateurs, et qui ont le mérite, bien entendu, de faire découvrir
certains sujets et à travers la large diffusion qui est réalisée, de faire connaître aussi la société, ses savoir-faire et d'éveiller la curiosité de clients et de futurs collaborateurs. Voilà. Ça, c'est un élément, en tout cas, assez fort qui illustre le partage. Un deuxième que je pourrais citer est la contribution des collaborateurs dans un certain nombre de sujets d'intérêt. Bien entendu, ça se situe beaucoup autour de la contribution autour des logiciels, puisque le propre des logiciels libres, le plus souvent, c'est qu'ils sont extensibles, c'est-à-dire qu'on peut les enrichir, les compléter, les modifier et on accorde beaucoup de temps aux collaborateurs qui le souhaitent, du temps de contribution. Voilà. Et donc ça fait partie aussi de l'ouverture, du partage que tu mentionnais. Cette notion d'ouverture, elle m'intéresse beaucoup parce que ça me fait penser à deux choses. Votre avantage concurrentiel, c'est-à-dire être ouvert, être transparent, contribuer, et pourtant vous êtes dans un univers assez concurrentiel parce que au niveau global, mondial, vous avez des concurrents qui peuvent vous piquer vos clients. Et puis vous êtes sur des métiers sous forte tension, où le recrutement est compliqué, la fidélisation est compliquée. Tu le disais, il y a des gens qui se sont formés eux-mêmes, des gens qui ont été super formés par d'autres, ou que vous avez super formés, qui risquent de partir. Donc comment est-ce que vous arrivez à gérer cette ouverture d'un côté, et en même temps à rester efficace, à garder vos équipes, etc. Je crois que ce qui différencie le succès des entreprises, ça n'est pas la rétention d'informations, la rétention de savoir, la protection de connaissances. Pour plusieurs raisons, c'est que on est sur des métiers où l'obsolescence déjà des connaissances est extrêmement rapide. De nouvelles technologies sortent tous les jours. 1 an plus tard, elles sont balayées par de nouvelles technologies. Mais je crois que le succès d'une entreprise dans son commerce, dans la réussite de ses projets, elle est liée à et donc sa résilience est liée aux méthodes de travail, aux méthodes de collaboration qui réunissent les collaborateurs passés, présents et futurs. Et donc je pense que on n'est pas sur un terrain de gestion de connaissances, mais de maîtrise dans le temps de son travail. Ça passe par la discipline, ça passe par le partage qu'on a évoqué, ça passe par la création d'assets, c'est-à-dire d'acquis au niveau société, qui vont rester pérennes dans le temps, quels que soient les gens qui ont traversé l'entreprise. Et je pense que c'est ça qui fait la vraie différence. Ok. Et si on revient sur ces métiers en tension, comment est-ce que vous arrivez à recruter? Qu'est-ce qui font que les personnes viennent toquer à votre porte ou que vous arrivez à les débaucher ou à les employer? Et qu'est-ce qui fait qu'elles ont envie de venir? Et puis ensuite, il y a une autre chose, comment est-ce que vous évaluez leurs compétences? Parce que évaluer qu'on ait un cadre dans tel langage informatique ou dans telle compétence technique, en entretien, j'imagine que c'est pas si facile que ça. L'attractivité de Smile auprès de collaborateurs, de futurs candidats, bien entendu, c'est un sujet de remise en question permanent, parce qu'il y a une tension très forte et je pense que toutes les entreprises du marché sont à la recherche de différenciants. Néanmoins, malgré ce besoin de créativité, je dirais, il y a quand même des atouts qui demeure pérenne dans le temps. Je pense que le leadership de la société sur son marché et sa constance dans sa direction, c'est un atout. J'entends beaucoup de candidats qui font partie d'entreprises qui tous les trimestres changent d'organisation, changent de modèle. Je pense qu'on a une ligne de conduite, un projet de société aussi qui est clair. Que je vais pas reprendre en détail, ça pourrait prendre du temps, mais qui s'articule autour de 5 fondamentaux. Développer l'international, ça attire des collaborateurs. Développer nos clients les plus importants parce que ce sont des projets plus complets, plus complexes, plus internationaux qui nous sont confiés. Développer le conseil parce que on est reconnu pour une certaine forme d'excellence, en tout cas pour notre attention à l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire bien réaliser nos projets, mais on est attendu aussi davantage
sur la capacité d'accompagnement, sur la capacité à aider au changement chez nos clients, à recommander, à partager nos convictions. Et ce projet, en tout cas ces points-là, je vais pas jusqu'au suivant, mais ce sont des piliers qui pour moi sont assez structurants, qui parlent aux candidats et futurs collaborateurs. Et sont pas les seuls, c'est-à-dire que on peut revenir sur des sujets de valeur. Je pense que l'ouverture, la transparence, ça permet de comprendre aussi l'environnement dans lequel on évolue. On a souvent des collaborateurs qui, au bout d'un mois, on leur demande de faire des rapports d'étonnement. Bah tiens, ça fait un mois que t'es là. La façon dont tu vois la société aujourd'hui par rapport à la façon dont tu l'identifiais avant de l'intégrer, voilà, qu'est-ce que tu vois en bien, en point d'amélioration. Il y a un sujet qui revient assez souvent, c'est la bienveillance. Alors quel mot? Alors c'est un mot qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui. Mais comment elle se manifeste cette bienveillance? Et bien souvent on dit bah tiens, quand j'ai une question, je demande à n'importe qui, j'ai une réponse. Voilà, on est là, et les gens prennent le temps de venir m'aider et de pas me laisser tout seul ou toute seule dans mon coin. Je pense aussi que ça, c'est des sujets qui sont des points d'appui pour les partager aussi avec des candidats et qui nous correspondent. Voilà. Et je pense que dans la transparence aussi, à titre personnel, il me tient à cœur de dire finalement qui on est, ce qu'on sait bien faire, et peut-être là où on est peut-être plus brouillon ou plus en difficulté. Et au moins, c'est très important que les collaborateurs sachent où ils mettent les pieds. Et donc, je suis assez vigilant à ça, qu'il n'y ait pas d'erreur de casting, parce que la surprenesse aussi, ça peut avoir des écueils, que ce soit le candidat qui soit en surenchère ou l'entreprise soit en surenchère. C'est pas bon d'être en surenchère parce qu'à un moment donné, la vérité va éclater et dans un sens ou dans l'autre, ça va amener des difficultés et éventuellement une séparation. Donc, il faut mettre le plus clair possible. Et l'entretien, finalement, avec les collaborateurs, c'est cette connaissance mutuelle qui est importante. C'est pas une évaluation d'un candidat, il y a une réciprocité. C'est que le candidat doit savoir où il met les pieds, comment il va pouvoir progresser et ce qu'on attend de lui. Une question sur les réussites, parce que notre podcast s'intéresse aux réussites au pluriel. Et moi, j'aimerais que tu me racontes une de tes réussites professionnelles dont tu es fier. Alors, ça peut être un moment récent ou lointain, ça peut être un événement géant ou minuscule. En tout cas, quelque chose où tu as eu l'impression, toi, de faire bouger les lignes ou de faire la différence. Alors, je vais être assez à l'aise pour répondre à la question parce que il y a plein d'exemples de réussites. Et il y a plein d'exemples d'échecs aussi, mais qui ont amené à des réussites postérieures. Et d'ailleurs, la réussite, c'est pas quelque chose de continu dans le temps. On n'était pas en échec à un certain moment, et puis on devient soudainement et en permanence en réussite. Je pense que voilà, c'est une succession d'échecs et de réussites qui se jalonnent et puis desquels on apprend. Mais pour parler d'exemples de réussites que j'aime bien partager d'ailleurs, elles peuvent se situer à plusieurs niveaux sur la fonction recrutement que je peux exercer, sur la fonction commerciale que je peux exercer, sur la fonction recrutement. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, et c'est des choses que je recherche, sont des entretiens à l'impression que on a du mal à avancer, on a du mal à progresser, et à un moment donné, l'illumination arrive. Et à plusieurs reprises, il s'est trouvé que l'illumination, c'était pas une compétence, c'était un sourire. Voilà. Et j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de réaliser des entretiens qui pouvaient être monotones quelque part, où bien entendu j'avais un niveau de compétence qui à la limite qui pouvait me convenir, mais où je cherchais quelque chose de différenciant qui allait apporter à l'entreprise et puis à ses clients naturellement. Et souvent ça passe par un rayonnement qui vient parce que il y a une question qu'on essaie de poser de manière inattendue. Et puis voilà, la magie se produit. Et donc il m'est arrivé par le passé, plus précis, je pense, un événement où j'ai pu recevoir un candidat je devrais pas le dire parce que s'il se reconnaît, il pourrait mal le prendre. En tout cas, allure peut-être patibulaire et vieil ours. Et puis très compétent d'ailleurs. Et puis un collaborateur qui avait un parcours, qui avait déjà démontré sa fidélité, sa loyauté, et voilà, tout à fait cohérent.
Mais voilà, je trouvais pas nécessairement la flamme pendant l'entretien. Et je vois que dans le CV, il est inscrit que cette personne s'intéresse aux danses folkloriques polonaises. Et donc je me suis dit, tiens, danse folklorique polonaise, racontez-moi pourquoi cette passion. Et puis le visage s'est illuminé d'un immense sourire. Et là, je me suis dit, bingo, ça y est. Dans ma tête, je me suis dit, ça y est, l'entretien est terminé. Bien sûr, il s'est prolongé un peu, mais voilà, c'était gagné. Mais ça, c'est un exemple de réussite parce que le collaborateur est toujours dans l'entreprise et ça fait un peu plus de 7 ans maintenant et j'ai l'impression qu'il s'épanouit, même si je le suis pas directement. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a réussi? C'est parce que tu t'es intéressé à lui, parce que tu as eu l'intuition, parce que lui avait un sourire charmant? Parce que je crois que un sourire, finalement, ça véhicule beaucoup. Ça véhicule beaucoup d'un état d'esprit, d'une énergie et de quelque chose qui, à un moment donné, va transpirer auprès d'une équipe avec laquelle on va travailler, auprès d'un client en face duquel on va être, et que quelque part, ça paraît peut-être dérisoire, mais la capacité à sourire qui s'entend aussi au téléphone, autour d'un micro, c'est quelque chose qui rassure, qui permet d'obtenir de l'adhésion, d'obtenir de l'écoute, et donc c'est une compétence finalement importante. Et pour travailler chez Smile, l'entreprise mais ça n'est pas lié, mais en tout cas, je pense que c'est nécessaire. C'est peut-être pas suffisant, mais je pense que c'est nécessaire d'être joyeux, d'être optimiste, et ça c'est une valeur aussi qu'on essaie de partager, d'incarner à l'intérieur et à l'extérieur. Mais le sourire, c'est important. Ouais. C'est un différenciant. Bon, bien vu, parce qu'en fait, en tous les cas, je sais pas si c'était téléguidé par le nom de la boîte, mais moi, je m'en suis pas aperçu. J'ai bien aimé ton histoire. Merci. Ces candidats qui intègrent l'entreprise, comment est-ce que vous continuez à les former? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le nerf de la guerre de beaucoup de ces métiers qui évoluent dans le temps. Voilà, c'est un peu ma question piège. Comment est-ce que vous réussissez à former vos équipes dans le temps? La formation, c'est à la fois une nécessité permanente, un engagement aussi de la société vis-à-vis d'accords avec les employés, et une nécessité parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'obsolescence des compétences est extrêmement rapide et on est en renouvellement permanent des savoirs. C'est bien entendu une équipe qui se charge en permanence d'organiser les formations, de recueillir les besoins, d'essayer de structurer l'action de formation, de rechercher les programmes adéquats, de rechercher les formateurs, de monter les programmes de formation, etc. Et donc c'est à la fois interne et externe, mais plus naturellement interne parce qu'on a tout un tas d'expertises qui peuvent être mises à profit du plus grand nombre. Mais c'est une préoccupation qui est difficile aussi à mettre en œuvre parce que il faut être très réactif, on n'a pas toujours le temps d'anticiper, on a une variété de technologies, de solutions, d'attentes extrêmement différentes, et comme ça bouge tout le temps, voilà, c'est un sujet assez difficile à appréhender, mais on essaie en tout cas de bien se structurer à travers différents jalons. Je pense que le premier point, c'est de recueillir les attentes et puis essayer de trouver ce qui va réunir le plus grand nombre. Je pense que c'est ça la démarche de formation, mettre en commun les attentes, les factoriser entre guillemets, et puis aller rechercher les savoirs en conséquence. Et si on revient sur toi, est-ce que dans ton parcours, il y a eu des personnes qui t'ont vraiment inspiré, qui t'ont vraiment aidé à te former, à te construire professionnellement? Dans l'absolu, ça va peut-être te surprendre, mais toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de collaborer sont source d'inspiration. C'est-à-dire que en tout cas,
un point d'attention que j'ai, quelque chose auquel je suis très attentif, c'est le positif. Il y a toujours une expertise chez quelqu'un. Expertise, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas un savoir-faire, un talent qu'il faut arriver à détecter. Et puis, et pour moi, c'est une source d'inspiration inépuisable en fait. Et il n'y a pas nécessairement de biais par une question de rapport hiérarchique. C'est des personnes qui travaillent avec moi de manière générale, des clients, des collaborateurs, quels qu'ils soient, qui sont tous sources d'inspiration. En tout cas, je suis toujours très attentif au positif, finalement, m'attarder sur ce qu'il y a de positif, toujours le verre à moitié plein, et aller rechercher chez chacun, et puis arriver à l'importer, et puis à le reproduire, parce qu'on pense que c'est des choses voilà, qui peuvent apporter un intérêt, de la valeur, et ça dans le domaine du personnel comme dans le domaine professionnel. Et ça veut dire qu'une fois que tu t'es laissé inspirer par quelqu'un, sa technique, son savoir-faire, son savoir-être, tu vas essayer de te l'intégrer. C'est pas facile. En conscience, c'est ça ? Oui, mais j'ai observé que j'étais pas le seul. C'est-à-dire que souvent les personnes qui sont source d'inspiration, j'ai remarqué que par mimétisme, parfois on employait les mêmes expressions, les mêmes éléments de langage. Et donc quelque part j'ai l'impression que ce mimétisme, et d'ailleurs c'est un modèle de progression, hein, on prend modèle sur ses pairs et donc on les mime. Finalement je limite pas ça à celui qui serait le plus ancien ou le plus compétent. Voilà, on trouve chez chacun quelque chose à mimer en fait, et apprendre. Voilà, un petit type apprendre, et moi c'est ce qui me passionne chez les clients que je rencontre ou les gens que je rencontre, c'est trouver ce petit truc, voilà, qui fait la différence, et autant que possible, voilà, essayer de le prendre et puis de pouvoir l'utiliser à bon escient, hein, voilà. Et à l'inverse, qu'est-ce que toi tu pourrais apporter ou donner comme conseil à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui ? La curiosité, bien entendu, hein, serait peut-être vu comme un sujet assez bateau, mais on a une telle richesse d'informations aujourd'hui parce que finalement, on n'est plus tant dans l'enjeu du savoir puisque on trouve l'information aussitôt qu'on en a besoin. Que ce qui est attendu, c'est ouvrez les yeux, tendez les oreilles, ouvrez les yeux, et parce que l'univers professionnel est fourmille de richesses à exploiter. On fonctionne souvent avec des œillères parce qu'on est dans un métier, parce que on a une fiche d'objectifs, et pourtant voilà, il faut rester ouvert pour garder finalement une espèce d'ouverture, hein, l'ouverture d'esprit, mais qui est bénéfique par rapport à une progression, une mobilité et un enrichissement personnel dans la durée, parce qu'on saura saisir des opportunités à partir du moment où on est capable de les détecter et de les écouter, de les voir. Donc soyez ouverts. D'accord, ouverts et curieux. Ouverts et curieux. Aujourd'hui, tu as la direction d'une grosse équipe, tu es au contact des clients. Je voulais savoir comment est-ce que tu te ressourçais. Alors peut-être en curiosité aussi, comment est-ce que tu apprends des nouvelles choses, mais comment est-ce que tu arrives à te reposer, à te ressourcer ? J'ai un peu du mal avec la notion de repos. Ça m'est parfois reproché, mais j'ai du mal à ne rien faire. À la limite, ça me stresse de ne rien faire. Donc ça peut être une activité sportive, une activité familiale, du jeu vidéo avec les enfants. Bon bref, j'ai toujours besoin d'être pris. Voilà, une rencontre avec des amis. Bref, je suis toujours à la recherche d'une activité, parce que dans l'activité on apprend peut-être, parce que dans l'activité aussi, je dirais, on évacue, on pense à autre chose. Donc ça, se ressourcer aussi, c'est arriver à séparer ce qui relève de l'univers professionnel de ce qui relève de l'univers personnel. Et en cela, le sport est assez exutoire, parce qu'on arrive à se concentrer sur l'instant présent, sur le moment, sur l'échange, et finalement on oublie tout le reste.
Et donc je pense que c'est l'activité sportive, ouais, c'est un exutoire assez important qui prend pas mal de place dans l'agenda et que j'aime à partager d'ailleurs avec d'autres collègues. Ça permet de se voir dans un contexte différent et puis de s'apprécier différemment. T'as pas parlé de lecture, est-ce que t'as le temps de lire autre chose que tes mails? Et si t'avais un bon livre à nous recommander, ça nous intéresserait. Écoute, je sais pas, j'avoue, je ne pas être un grand lecteur, et donc j'ai une consommation de lecture sur des lectures plutôt courtes, et pas que de la lecture, ça peut être des écoutes de type podcast, comme ceux que tu peux réaliser. Néanmoins, j'essaie de digérer un gros pavé que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Sapiens. Qui est un best-seller, mais qui est un best-seller anthropologique, philosophique, et qui nous permet aussi, sur certains aspects, de pas trop culpabiliser, d'ailleurs, et de prendre un petit peu de recul sur le sapiens, sur l'espèce humaine. Et je trouve ça très intéressant. Et donc, si j'ai une recommandation, c'est de lire ce livre-là, que je trouve très enrichissant. On arrive au terme de notre entretien. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu aurais aimé parler? Et peut-être un, parce que je l'ai pas évoqué dans les réussites, mais c'est la deuxième que j'aurais aimé évoquer. Je crois que c'est l'engagement, la persévérance, des cas d'engagement et de persévérance qui ont amené à du succès. Et donc là, dans des situations commerciales, il m'est arrivé à plusieurs reprises des incidents personnels qui auraient pu nuire à la réussite commerciale. Il m'est arrivé d'avoir des démonstrations réalisées pour des clients et d'avoir une crevaison le matin et d'arriver complètement en retard. Il m'est arrivé à une autre reprise d'avoir un accident sur le périph'. La chaussée était inondée d'essence et puis je me suis renversé au sol. Et au lieu d'appeler la police, ou de faire venir les secours, mordicus, il fallait que j'aille mon rendez-vous, le tenir, imbiber d'essence. Et là, par la suite, ça s'est toujours bien enchaîné côté client. Et donc, mais c'est aussi pas mal de nuits blanches à travailler, à rien lâcher et essayer de tenir les échéances. Et souvent, ça a amené à des réussites derrière, et dont on est fier parce que quand on s'investit assez fortement. C'est pas systématique d'ailleurs, ça peut amener à des grosses déceptions, mais ça fait partie aussi du plaisir qu'on a au travail. Le plaisir, c'est pas que la réussite aussi, c'est-à-dire que des grandes déceptions, on apprend aussi beaucoup. Et donc, pour conclure, je dirais de ne pas avoir peur d'échouer. Je pense que c'est important parce qu'on est dans un milieu qui peut donner l'impression qu'on n'a pas le temps, que les résultats ça doit être instantané, qu'il faut pas échouer. Et pourtant la réalité de la vie c'est que l'échec est permanent et la réussite sans doute aussi, et qu'il y a plusieurs il y a plusieurs façons de voir la réussite et qu'il faut savoir aussi prendre le temps de la réaliser et de s'en enrichir dans les deux cas. Je n'échoue jamais, j'apprends, on dit, et la réussite là c'est que du bonus. Cette persévérance dont tu témoignes, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Est-ce que dans tes études, dans ta jeunesse, est-ce que tu avais ce caractère de à tout prix il faut que j'y arrive, ou à tout prix il faut que j'y aille, ou que j'essaye? Ouais, je crois que je peux pas pouvoir dire que c'est universel, mais me concernant, je crois que c'est un marqueur. La résilience, la persévérance, jamais abandonner, toujours chercher à faire mieux demain que la veille. C'est peut-être lié à un besoin de performance qu'on peut retrouver dans les activités sportives d'ailleurs, mais ouais, c'est quelque chose qui me caractérise, je crois. Ouais. Parce que dans le sport, ce que tu aimes, c'est de te dépasser, aller plus vite, plus loin. Que ce soit collectivement ou individuellement, parce que je fais des sports collectifs comme des sports individuels. Mais la sensation de progression, qu'elle soit collective ou personnelle, est-ce qu'elle procure des endorphines? Je sais pas, mais en tout cas, ça procure un bien-être, ça c'est certain. Ouais. Et au niveau de l'entreprise, avec ton équipe aussi, t'as cette sensation-là au travail? Bien sûr, oui, bien sûr. La sensation de progresser, quand elle
quand on en comprend bien les motifs, qu'elle est bien structurelle, c'est un élément de satisfaction énorme. Même si, comme je le disais, peut-être régresser, perdre de la vitesse, être moins performant, ça doit pas effondrer, mais ça doit remotiver pour faire mieux l'année suivante, la fois suivante. Ça doit remobiliser et c'est une occasion aussi de se remettre en question. Et donc ça, c'est aussi un point important. Arriver à se regarder soi-même et à se changer, voilà, c'est un enjeu permanent en fait. Et donc, faut rester éveillé, ouvert. Et c'est tout bénef. On arrive à la fin de l'entretien et on demande toujours à nos invités qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour leur avenir professionnel. Ce qu'il faudrait me souhaiter, c'est de belles découvertes, de la diversité, de la nouveauté. Je crois que c'est la richesse finalement, la vraie richesse qu'on peut trouver, qui se situe pas nécessairement dans une rémunération, mais dans l'utilité qu'on peut avoir aussi à faire progresser son environnement, son activité et voilà. En tout cas pour ma part, j'espère être le plus longtemps possible utile, performant sans doute, et puis voilà, au contact de nouvelles choses. Merci beaucoup Jérôme. Merci Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer ? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.